Le plus grand salon mondial de la nouvelle technologie et de l'innovation vient de se terminer. Il s'agit bien évidemment du CES. Il se passe donc tous les ans à Las Vegas et clairement les constructeurs s'en sont donnés à cœur joie pour pouvoir présenter les dernières innovations. Alors que ça soit en termes de composants, que ça soit en termes simplement de technologie, on a eu quand même pas mal de choses, notamment beaucoup de choses qui sont un petit peu, j'allais dire what the fuck, si on peut dire ça, et d'autres qui sont pour moi clairement inutiles. Et il y a énormément de choses à dire. Cependant, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire vraiment un débrief et un récap complet des annonces qui pour moi sont pertinentes, notamment sur des produits qui vont aussi être disponibles en Europe ou en France sur la partie achat, parce qu'il y a beaucoup de marques, du fait qu'on est sur un salon quand même mondial, il y a énormément de marques qui sont pas disponibles en Europe. Alors même si c'est bien de voir ce que font les autres avec des différentes innovations, baver devant, des fois ça n'a pas réellement un grand intérêt. Donc ce que je vous propose réellement, c'est d'un petit peu un débrief de toutes ces annonces-là, de toutes celles qui moi m'ont plu, qui m'ont intrigué, qui m'ont intéressé, et surtout des produits que je vais justement attendre sur cette année 2026. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse bien évidemment vous servir votre meilleur café des familles comme d'habitude, le temps du sponsor de la vidéo qui est VIP en Sidiki. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à la sponsor, et on se retrouve juste après pour pouvoir parler dans le vif du sujet des annonces du CES 2026. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP en Sidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour, et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP sur Sidiki. Et voilà, c'est tout pour la sponsor. Maintenant, on attaque dans le vif du sujet. Alors, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que je n'étais pas sur place. J'ai suivi les différentes annonces un peu à gauche à droite tout le temps, avec toute la partie presse vidéo. Là, je vous ai fait un condensé et je vais 99% de cette vidéo utiliser les articles du site Tech Power Up. Alors simplement parce qu'ils sont bien faits, ils sont illustrés, ils sont concis, ils sont clairs, et je vous remettrai directement tous les liens en description. Donc, si vous voulez aller voir, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir tous les noms des projets, etc., et pas que seulement finalement mon avis, en sachant que je vais quand même passer assez rapidement des fois sur certaines choses, n'hésitez pas à ce moment-là à aller directement consulter les articles. Alors tous les articles sont en anglais, mais vous pouvez bien évidemment les traduire, histoire que vous puissiez vous donner aussi et vous faire votre propre idée. Bref, cette petite précision étant faite, on attaque avec le premier produit. Et pour ça, on va se retrouver chez Asus ROG. Alors Asus ROG, ils ont profité de ce CES pour pouvoir fêter finalement leurs 20 ans. Et là, on a eu quand même énormément de choses. On a eu beaucoup d'annonces, notamment des PC totalement prémontés. On a pu se retrouver aussi avec un nouveau PC portable avec le ROG Zephyrus Duo, donc un PC qui se veut beaucoup plus basé sur la partie productivité comme sur la partie gaming, avec deux écrans 15,6 pouces et 14 pouces en plein format. C'est-à-dire que vous avez vraiment full écran sur la machine. Donc là, c'est quand même très intéressant, notamment pour ceux qui veulent avoir un double screen pour pouvoir travailler en déplacement ou autre. Donc là, pourquoi pas, on reste quand même sur des écrans de 16 pouces, donc c'est très grand finalement quand on veut à ce moment-là avoir des dalles en tactile. Donc pourquoi pas, après connaissant Asus ROG et connaissant le prix, on va quand même vite douiller en fait sur ce type de produit là. Théoriquement, ça reste quand même des machines qui sont équipées de 5090 avec des Ryzen 9. Donc pareil, on sera sur quand même, ou des Ultra 9 plutôt, on sera quand même sur des grosses machines et sur des grosses configurations. Donc attendez-vous à un petit 3000, 4000 € pour le prix de vente de départ. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. On va avoir les nouvelles générations de Zephyrus aussi, donc là équipé des nouvelles générations de processeurs AMD. On va pouvoir retrouver pareil donc les nouvelles dalles OLED qu'on a dessus. Donc ça, pourquoi pas. On a une version donc aussi qui est spécialisée et qui là donc a été j'allais dire designée et redessinée du coup par Kojima Productions. Donc là, c'est pour tous ceux qui veulent vraiment en fait avoir un univers. Vous n'avez pas que le Zephyrus, vous allez aussi avoir directement le casque, la souris et le tapis de souris avec toute une gamme ROG totalement redessinée. Donc ça, pourquoi pas. Ça restera une édition limitée qui se vaudra, je pense, très cher. Donc là, on n'est plus sur de la collection en fait à ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le
le G1000 Prebuild. Alors pourquoi? C'est que Asus ROG donc relance finalement leur gamme de Prebuild, donc de machines entièrement montées eux-mêmes et revendues en direct, où là on va se retrouver quand même sur des grosses machines, parce qu'on se retrouve de base avec un Ryzen 9, avec le 9950X 3D, avec une 9070 XT. Pourquoi? Là c'est bête à dire, mais pourquoi en fait sur les premiers, même si bien évidemment qu'on va avoir des processeurs qui vont au fur et à mesure à descendre, mais déjà de base on peut quand même se mettre un Ryzen 9 avec une 9070 XT. Je trouve ça des coups un petit peu bête, même si on va pouvoir monter sur les 5090. On n'a pas réellement de prix réellement annoncé en fait sur ces derniers, mais c'est quand même très intéressant de pouvoir voir Asus ROG revenir en fait sur le marché, en sachant qu'on n'a pas que Asus ROG qui vont sentir des prébuilds. Vous avez aussi la gamme TUF, où là on va avoir aussi des prébuilds qui seront proposés et qui vont arriver. J'ai pas de date, là c'est vraiment que de l'annonce, c'est vraiment plus de la démonstration en fait. Finalement on n'a pas de date précise qui nous dise quand est-ce que ça va sortir, mais pourquoi pas. Un autre produit qui m'intéresse aussi beaucoup plus, et là c'est le ROG Chronox. Alors le ROG Chronox, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement leur nouveau boîtier qui est pour moi et pour ma part là clairement ultra intéressant. On va se retrouver avec un dual chamber complet, une carte graphique qui est une carte mère qui va être quand même très haute et très haut placée au niveau de la partie configuration. Vous allez avoir un écran en fait à l'intérieur. On a les différents ventilateurs, donc jusqu'à 4 ventilateurs en 120 mm sur le latéral, avec une cloison qui est pivotante. Et oui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait désaxer directement en fait à cette cloison de ventilateur pour pouvoir orienter le flux d'air. Donc quand même très intéressante. On va pouvoir mettre du 360 mm en haut, on va pouvoir mettre du coup jusqu'à du 400 et quelques en bas. Donc autant vous dire qu'il est quand même fait pour pouvoir accueillir presque n'importe quel type de configuration. Pas réellement encore de prix en fait donné. On a un écran à l'intérieur, donc autant vous dire qu'on sera quand même sur des boîtiers haut de gamme. Asus ne fait pas en fait d'entrée de gamme, en tout cas sur en fait la gamme ROG. Et là on va vraiment se retrouver, je pense, avec un boîtier aux alentours des 400 à 500, voire du 600 € en fait à ce moment-là sur le marché européen. Côté boîtier en fait en lui-même, pour pouvoir vous donner un petit peu des images et de coupe, il est vraiment assez balèze, assez grand. Faut aimer le design, hein, comme tous les boîtiers en fait de chez ROG, c'est pas des designs, j'allais dire en fait très facile à porter, si on peut dire ça, mais ça reste quand même en fait quelque chose de vraiment très sympa, très joli. Moi personnellement j'aime bien, c'est vraiment un boîtier que j'espère pouvoir en fait tester, mais je trouve que le côté dommage, et là vous le voyez pile avec cette image là, c'est que ce boîtier là, faudra je pense l'équiper complètement. Vous ne pouvez pas, et je pense pas qu'on va pouvoir en fait réellement acheter ce boîtier sans avoir l'obligation de pouvoir l'équiper complètement pour pouvoir garder un esthétisme qui soit cohérent. C'est le côté en fait un petit peu négatif, c'est ça, voilà, je trouve ça en fait un petit peu dommage. Là vous voyez en action donc la paroi pivotante qui vous permet justement de pouvoir ouvrir en fait à ce moment-là et diriger le flux d'air, donc là qui est quand même très intéressant. Pareil pour l'écran il n'est pas plaqué sur la partie cache alimentation que vous avez sur le bas, il va pouvoir se disloquer en fait finalement et s'avancer en fait vers nous pour pouvoir en fait avoir une orientation différente avec les différentes métriques. Alors après toujours aussi la question de savoir est-ce que ça va être géré directement dans Memory Crate ou est-ce qu'il faudra encore un autre soft du coup pour pouvoir le gérer. Ça c'est l'une des grosses questions. Mais là certains l'auront peut-être vu. Est-ce que les ventilateurs sont fournis avec ou pas? Ça on n'en sait rien. Cependant les ventilateurs ce sont les nouveaux ventilateurs de chez ROG, donc les Urux. J'avoue que le nom voilà, GR120 ARGB, et ces ventilateurs sont clairement très prometteurs. Alors on ne va pas avoir de RGB dans l'arc, donc vraiment en fait dans la partie pâle en fait complète, on n'aura que du ARGB sur en fait les latéraux du ventilateur. Donc ça c'est vraiment quelque chose de je trouve en fait assez sympathique parce que ça donne un style et ça donne un peu le style cyberpunk que justement ROG veut donner en fait à ses produits dernièrement sur ces 3 dernières années. Mais au niveau des specs, franchement 2600 RPM pour 4,6 mm par H2O, donc ça encore ça va. Par contre les 91 de CFM ils sont clairement très intéressants pour 33 décibels de sortie, donc ça on verra bien évidemment en test. Je ferai tout là sur cette année franchement pour pouvoir essayer de me les procurer ainsi que le boîtier pour pouvoir vous en proposer en fait un test complet, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de voir en fait ce que ROG a pu faire en fait finalement sur ces ventilateurs. Le défaut et le premier défaut que je vois à ces ventilateurs là, et ben c'est tout simplement qu'il faudra avoir un contrôleur, et un contrôleur de chez Asus ROG. Alors ça veut dire que si vous l'achetez en unique, vous pourrez pas le gérer, il sera pas fourni avec, je suppose. Ça sera que des packs possiblement de 3 où vous allez pouvoir à ce moment-là avoir à l'intérieur le contrôleur comme en fait fait Corsair, comme fait Fantex, comme fait Cooler Master, bref comme font presque toutes les autres marques. Mais à savoir, est-ce que le contrôleur lui sera vendu 60 € à part à l'heure actuelle où finalement on se retrouve quand même dans une certaine envie d'uniformité avec tous les ventilateurs qui se clipsent entre eux avec une seule connectique et éviter au maximum les connectiques propriétaires et au maximum les câbles. Là je trouve que Asus est un petit peu en retard en fait sur ce type de produit. Après ce n'est que mon avis, mais je trouve qu'au niveau des annonces ça reste quand même vraiment très intéressant. Autre annonce de chez Asus ROG, et là c'est beaucoup plus spécifique, on rentre vraiment dans le domaine de l'innovation et la partie tech de façon globale. Ce sont tout simplement des lunettes de réalité augmentée, et ça je suis ultra mitigé, simplement
justement parce que c'est à la mi-chemin entre le casque VR avec justement une précision qui peut aller quand même jusqu'à du 240 images par seconde, donc au niveau du taux de rafraîchissement que vous avez à l'intérieur, et en même temps avec les lunettes qu'on peut utiliser tous les jours. Cependant, c'est pas fait pour ça, ce sont des lunettes qui seront faites uniquement en fait dédiées au setup parce que vous devez les connecter à un dock qui va pouvoir justement récupérer le flux de n'importe quel type de machine, que ça soit des consoles, que ça soit des PC ou que ça soit du coup simplement en fait par exemple, j'allais dire une box ou autre en fait à ce moment-là en plus avec des box TV. Bref, vous alimentez, ça se connecte en USB type C à un PC ou tout simplement en fait à une alimentation externe sur un dock et vous avez la possibilité de pouvoir avoir la transmission d'image directement dans les lunettes. Donc ça, franchement, je me dis pourquoi pas, mais comment est-ce qu'on l'utilise? Dans le sens où réellement est-ce que ça a un intérêt et surtout à quel prix ça sera proposé? J'ai vraiment du coup beaucoup de questions en fait par rapport à ce produit. J'aimerais bien les tester, franchement j'aimerais bien les tester. Je sais pas du tout quand est-ce que ça se lance, mais vraiment c'est quand même pour moi assez intéressant. Et il y a une chose aussi, c'est quid de savoir en termes de poids, qu'est-ce que ça donne au niveau en fait des oreilles. Et pour les personnes qui portent déjà des lunettes, est-ce que tu peux les passer par-dessus? Alors moi j'en porte pas, donc j'ai pas de souci, mais pour une personne qui porte des lunettes, est-ce que réellement en fait dessus c'est un produit qui est utilisable ou pas du tout? Et à ce moment-là tu bannis la moitié en fait ou une grosse partie de la population mondiale simplement pour pouvoir en fait vendre ce produit. Voilà, c'est un peu toutes ces questions qui me font un petit peu hésiter sur ce produit-là. Je vais vous passer la vidéo de présentation en fait d'Asus, donc elle a le trailer en fait finalement commercial, et comme ça on pourra en reparler juste après. Donc là il nous montre toute la partie matériaux vraiment en fait dessus. On voit quand même que c'est large et qu'on a vraiment de gros patins en fait dessus pour pouvoir le tenir sur les yeux, enfin sur le nez. Donc c'est vrai que c'est quand même en fait assez complexe. Là je trouve ça quand même en fait assez intéressant parce que ça sort de la partie mouvement qu'ils viennent de présenter juste ici. C'est que ça sort du cadre, ça veut dire comme dans les casques VR, et pour tous ceux qui ont utilisé des casques VR, tu viens délimiter une zone. Là c'est pareil, une fois que tu as délimité ta zone où ton écran est affiché, tu vois quand même le reste à côté et t'as pas l'écran qui te suit. Contrairement à certains casques de réalité augmentée, notamment par exemple chez Apple ou autre, où si tu le délimites pas et si tu le fais pas à chaque fois, dès le moment où tu bouges, ton écran il te suit aussi, il est tout le temps droit en fait devant toi, donc il te gâche finalement en fait la vue. Et si tu as un imprévu pour X ou Y raison, tu dois regarder à gauche pour pouvoir avoir une information dans ton environnement, là finalement tu es un peu bloqué avec les autres produits. Là c'est quand même cool en fait de l'avoir et de l'avoir directement en fait intégré. Après bon, là vous avez toute la partie technologie, on a une collaboration avec Bose pour pouvoir avoir le son au niveau des oreilles. Ça se gère directement donc avec le dock, donc soit connecté à un PC, soit à une console. On peut le faire du coup justement avec donc les ROG Ally X, histoire de pouvoir aussi jouer en mobilité et avoir en fait tout cet aspect gaming finalement et réalité augmentée dans des zones publiques. Donc ça en fait pourquoi pas, même si après il y a toujours aussi le côté danger de ne pas voir en fait autour parce qu'on est quand même concentré en fait dans le jeu. Voilà, ça reste franchement un produit qui pour moi est à suivre, est vraiment à suivre et très intéressant en fait à ce moment-là. Mais en même temps je me dis dans quelle utilisation et qui va acheter ça et quel est le public réellement visé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi si c'est typiquement un type de produit que vous achèterez et que vous voudriez en fait avoir chez vous à la maison ou tout simplement l'utiliser dans les transports. Bref, on continue avec les annonces et là on va passer donc toujours chez Asus qui nous ont sorti donc une nouvelle génération de carte mère en X870E avec la Crosshair Extreme. Alors Crosshair Extreme qui a un écran, vous avez le nouveau water cooling de chez Asus ROG qui vous permet de le placer ici et d'avoir la connectique écran en fait sur supérieur. Voilà, grosso modo, c'est les nouvelles cartes mères. On a eu pas mal de cartes mères, que ça soit en fait côté chez Gigabyte, on a eu des cartes mères chez MSI, on a eu pas mal de cartes mères chez Asus. Autant vous dire qu'aujourd'hui avec le contexte actuel de la DDR5, j'ai pas réellement envie de vous en parler parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses, il n'y a pas non plus énormément en fait de progrès que l'on va pouvoir avoir en fait sur les cartes mères, sauf sur une où on va avoir la possibilité de pouvoir tenir le 256 Go de RAM, mais autant faut-il les trouver, hein. Ça honnêtement en fait c'est surtout sur ça, mais voilà, il n'y a pas non plus grand chose en fait dessus, on n'a pas eu énormément de nouveautés et du fait qu'on n'a pas eu de nouvelle génération de processeurs annoncés, sauf AMD qui nous ont annoncé une version et une déclinaison en fait de la Ryzen 9, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Autant vous dire qu'il n'y a pas eu grand chose en fait en termes de composants purs, c'est-à-dire carte graphique comme en fait la partie processeur, c'est mort sur cette année, il n'y a pas eu d'annonce majeure. Donc les cartes mères, je trouve qu'elles perdent un petit peu de leur intérêt, en tout cas sur les générations actuelles. Continuons avec Asus ROG où là ils nous sortent donc la nouvelle génération de écran OLED. Je vous ai rappelez-vous pendant la PGW, je vous ai présenté donc leur dernière version et sauf que là ils nous présentent donc leur nouvelle génération d'écran, en sachant que dans la nouvelle génération d'écran on va avoir aussi une nouvelle technologie en fait par rapport au RGB où en gros en fait à l'intérieur normalement dans les écrans vous aviez donc le rouge, le vert et le bleu et le blanc, et là avec cette technologie là ça permet de pouvoir supprimer en fait le blanc pour avoir uniquement le rouge, le vert et le bleu, et donc de pouvoir permettre finalement d'avoir un peu plus de profondeur, avoir une définition et
une qualité d'image et une qualité colorimétrique quand même plus supérieure. Donc à voir ce que ça donne. Moi personnellement, je me rends pas très compte en fait de ce que ça donne réellement en fait physiquement. Alors, au niveau de l'écran, est-ce qu'on a un gros changement ou pas? Alors comme vous pouvez le voir en fait ici, ils nous le disent que du coup, donc là en fait vous avez la version en fait Black Shield qui permet d'avoir vraiment un noir un peu plus profond et de pas avoir en fait ce côté un peu laiteux crémeux qu'on va pouvoir retrouver sur les noirs qui sont déjà très bien en fait de base sur du OLED comparé à du VA. Donc voilà, et il faut le prendre en compte. Il y a différentes technologies qui peuvent jouer. Est-ce que c'est ça qui joue ou est-ce que c'est en fait à ce moment-là le revêtement aussi de l'écran et de la dalle qui vont jouer en fait dedans? Voilà, il y a beaucoup de choses où pour l'instant je sais pas réellement en fait ce qu'on va en penser. Moi personnellement, c'est vrai que du coup sur la partie OLED, j'en ai quand même maintenant pas mal à tester pour du perso et on va faire un arc complet sur la chaîne sur la partie écran avec surtout en fait les différents OLED et pour pouvoir vous guider à travers les choix des écrans OLED parce que ça commence à devenir réellement en fait j'allais dire une norme, mais surtout qu'il y en a commence à avoir une réelle concurrence et un vrai marché en fait très intéressant sur ces derniers. Donc bon, on en parlera en fait un peu plus tard, mais en tout cas c'est vrai que sur les écrans OLED, on a quand même maintenant des technologies qui commencent à évoluer et qui sont quand même très intéressantes. Après, quid du prix, Asus n'est pas connu pour pouvoir fournir des écrans qui sont peu chers, mais à voir ce que ça donne dans le futur. MSI pareil, donc là pareil, écran OLED, même technologie, on commence à augmenter, on a des couleurs qui sont en fait un peu mieux, on va se retrouver en fait avec des flashs qui vont être différents, donc c'est à peu près la même chose en fait côté OLED en fait avec MSI, avec deux nouvelles générations d'écrans qui nous sont proposées en fait dessus. À voir au niveau de leur prix parce qu'on n'a pas eu encore de prix communiqué en fait sur ces derniers, à voir comment ils se placent par rapport à ROG ou par rapport en fait à d'autres constructeurs, mais autant vous dire que j'en attends pas non plus en fait un petit prix à la sortie parce qu'on reste quand même sur des 32 pouces 4K, donc on va être aux alentours des 900 à 1000 euros généralement en fait pour ce type d'écran là. Côté carte mère où je vous ai dit tout à l'heure où il n'y avait pas énormément de choses, on a quand même enfin un nouveau constructeur qui rentre sur le marché et ce constructeur c'est pas des moindres, il s'agit tout simplement de Sapphire. Sapphire vous les connaissez certainement pour pouvoir leur vente de cartes graphiques côté AMD, et ben là ils nous ont sorti une gamme complète aux avis donc des cartes mères avec la gamme à Nitro Plus et là c'est quand même assez sympathique parce qu'on reste chez AMD avec des X870E. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne. Donc vous avez les Phantom Link en fait à ce moment-là, donc de chez Nitro Plus, où on va avoir donc différentes éditions avec soit une version noir carbone, soit vous avez la version à white complète, ou sinon en fait la version plutôt en fait armorée grise. Voilà, donc c'est la Polar en fait édition qui nous sont proposées. Donc à voir ce que ça donne d'un point de vue en fait caractéristique physique, est-ce que ça tient et comment est le BIOS, et comment est-ce qu'il est géré et est-ce qu'il est capable de pouvoir en fait être concurrentiel face en fait aux autres constructeurs. Donc franchement c'est une grosse interrogation que j'ai moi à l'heure actuelle. Là on a des présentations de design avec leur carte graphique. Bon bah on voit rien grossièrement en fait, vous voyez pas la carte mère en réalité, en tout cas sur la photo, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'espère pouvoir vous le tester en fait sur cette année. Et je suis en train de travailler et depuis qu'ils l'ont annoncé, je suis en train d'essayer de voir pour qui et savoir qui aura en fait à ce moment-là les cartes mères en termes de revendeurs pour pouvoir l'acheter et ou en fait avoir directement Sapphire pour un prêt pour cette dernière. Bon, je vous promets rien, mais franchement ça reste quand même d'être assez intéressant, notamment au niveau des VRM, des connectiques, elles ont quand même un très bon équipement, en tout cas sur le papier. Bref, je pense que ça sera là à suivre et c'est quelque chose à noter. On continue avec Intel. Alors Intel nous ont pas proposé en fait de processeurs pour la partie PC donc desktop, on va être beaucoup plus sur des processeurs mobiles qui sont liés donc là directement donc au ARC, au B390 avec les Panther Lake. Alors pourquoi est-ce que je vous les propose? C'est simplement que les Core Ultra que l'on a pu en fait avoir sur les machines là, sur les machines de dernière génération, notamment par exemple chez Acer ou chez Asus, avec par exemple du coup chez Acer en fait les nouvelles générations de Swift sont clairement ultra performants. Alors que ça soit en productivité ou que ça soit en fait en gaming pour tous ceux qui sont équipés des ARC à la côté, c'est vraiment très intéressant. Et là, Intel nous ont annoncé finalement avoir fait un gain de performance et pas un gain en fait tout petit, c'est qu'on est vraiment sur un gros gain. Et là, on est quand même en fait sur un gain allant du coup jusqu'à du x3 en fait à ce moment-là par rapport aux résultats que l'on a déjà en fait actuellement, en fonction bien évidemment en fait des jeux, en fonction de ce que c'est. Il faut quand même remettre en cause et finalement faut quand même remettre en face une chose, c'est que là les comparatifs que vous avez, on est quand même du coup sur des Core X9, donc on est quand même du coup sur des grosses machines en PC portable et en face la partie testée, ça reste des 40-50 en laptop. Donc autant vous dire qu'on n'est pas non plus sur des petites machines en fait dessus qui sont testées en fait principalement, mais qui sont mis en face de machines, j'allais dire en milieu de gamme et entrée de gamme.
Donc là, le graphique est quand même bien tourné pour vous dire comme quoi en fait c'est exceptionnel, même si finalement on n'a pas, on va pouvoir trouver des machines, mais c'est quand même rare de trouver en fait des machines aujourd'hui côté en fait Nvidia avec des 4050 où vous avez en fait un i9 et que vous payez 3000 €, parce que finalement en fait avec les X9 ça va être plutôt sur ces gammes là. Donc c'est vraiment dédié plus aux productions en fait vidéo, tout ce qui va être du coup plus gaming, vraiment pour du portable et pour des personnes exigeantes au niveau de la partie gaming classique. Mais voilà, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On a une belle évolution en fait côté Intel. Intel quand même évolue quand même pas mal en fait sur cette plateforme là et essaye d'aller quand même vraiment plus loin. Donc c'est quand même assez cool, en sachant que la consommation électrique baisse, donc ce qui permet de pouvoir enfin avoir des autonomies qui sont convenables sur les PC portables en gaming comme du coup en productivité pour du montage vidéo. Donc voilà, c'est vraiment pour moi en fait une news qui est quand même très intéressante, une annonce qui est quand même assez intéressante, mais je tiens vraiment à voir quels sont le type de modèles que l'on va avoir et surtout quel est le prix en fait des laptops sur lequel on va pouvoir retrouver en fait ce type d'évolution. Donc à suivre aussi. Nvidia, vous les attendiez peut-être tournant pour des cartes graphiques, pour des trucs, au final ils ont pas fait grand chose, mis à part nous dire comme quoi ils ont sorti une nouvelle génération du DLSS le 4.5, qui finalement permettrait d'augmenter donc les performances par rapport au DLSS donc d'ancienne génération. Donc ça c'est cool. On se retrouvera néanmoins aussi avec une compatibilité encore viable donc de ces DLSS là sur en fait les 20e génération, donc les RTX 2000, 2060, 2070, 2060, 2080, comme du coup sur les 3000. Donc finalement on a quand même un maintien et ça nous permet de pouvoir en bénéficier, même si le mode accélération, donc le F8, enfin le FP8 accélérateur ne sera pas disponible sur les anciennes générations, donc le DLSS aura un petit peu moins de performance finalement. On a quand même du coup un gain sur les anciennes générations, donc ça nous permet d'éviter finalement le renouvellement automatique, en sachant en plus que ils ont quand même bien repoussé en fait leurs annonces de cartes graphiques pour presque du coup 1 an et demi à 2 ans de plus. Donc autant vous dire que là c'est quand même assez intéressant. On se retrouve aussi avec donc un anti-aliasing qui a été un peu plus en fait à ce moment-là amélioré, et là vous pouvez le voir où on se retrouve sur Indiana Jones, on a du pixel et de la partie pixel et une définition et une image qui est quand même un petit peu coupée sur beaucoup en fait d'éléments de décor, que ça soit en fait au plan secondaire comme en fait au troisième plan, alors que là on a quelque chose d'un peu plus net. Donc on augmente en qualité visuelle, on augmente aussi au niveau des performances par rapport en fait à avant. Donc pourquoi pas, ça reste quand même en fait assez intéressant, mais c'est tout. Donc, grosso modo Nvidia a pas fait grand chose en fait de plus. On a le mode du coup de 140 images par seconde qui permettrait de pouvoir se dire que dans tel ou tel jeu vous pouvez bloquer à ce moment-là et Nvidia va réfléchir automatiquement, ou en tout cas la logiciel va réfléchir automatiquement pour pouvoir vous optimiser au maximum, pour pouvoir vous permettre de bénéficier de 240 images par seconde avec justement une réduction d'image et un DLSS qui ça va s'appliquer en fait derrière. Donc pourquoi pas, surtout si vous souhaitez jouer sur des configs un petit peu entrée de gamme ou des vieilles configurations sur des jeux compétitifs. Mais quand on regarde les jeux compétitifs, il y a quand même très peu de jeux aujourd'hui. On a besoin d'une très grosse configuration pour pouvoir jouer à 240 images par seconde. Donc voilà, on reste quand même finalement dans un petit et pas énormément de grosses annonces. Je trouve que c'est un petit peu décevant côté Nvidia, mais bon, en tout cas on s'y attendait. Cette année sera quand même pauvre en fait en annonce globale, après à voir ce que ça donne en fait par la suite. Mais voilà, j'en attendais rien de plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en attendiez vous en fait finalement, et si vous pensiez que Nvidia allait annoncer de nouvelles cartes graphiques par exemple, ou si au contraire elle a annoncé une nouvelle technologie un peu plus folle. Bon, moi personnellement ça me choque pas et ça me dérange pas plus non plus. Voilà, ça reste normal. Côté boîtier, maintenant on va rentrer vraiment dans l'aspect composant boîtier. On va passer aussi sur des périphériques qui sont quand même très intéressants. On attaque avec donc la nouvelle line-up de chez Phanteks. Alors Phanteks nous propose en fait une évolution avec une gamme Matrix de leur nouveau boîtier, alors que ça soit du coup sur les Evolve 2, et la gamme Matrix grossièrement c'est juste un écran pixel comme Deepcool en fait le propose avec la partie digitale sur leurs produits, et là vous les avez en fait sur les différents produits de chez Phanteks. Donc ça rend bien, ça peut être mis en union, ça peut être sympa. Je trouve moi personnellement que ça dénature énormément de produits et que je le trouve pas très classe finalement. C'est bête mais c'est que mon avis. Alors on le retrouve sur d'autres boîtiers comme vous pouvez le voir en fait ici, où là c'est peut-être un peu plus cohérent et c'est un peu plus sympathique, mais en même temps je trouve pas ça très beau. Voilà, je trouve que du coup j'ai un peu l'impression qu'il fallait sortir un truc et que se dit Phanteks, ok cette année on sort quelque chose. Parce que même en termes de tarification, Phanteks en fait l'explique, c'est quand même disponible à partir du début de janvier, donc là en fait on les a, et grosso modo les prix des boîtiers évoluent très peu. Donc on se retrouve toujours aux alentours en fait des 50 € pour en fait les 600 screens en fait en upgrade, si vous souhaitez en fait à ce moment-là, donc à 60 € faire une upgrade sur votre boîtier déjà existant. Ça c'est cool parce qu'on n'est pas obligé de racheter un boîtier si on veut la feature. Mais pour les XT-View vous êtes toujours aux alentours en fait des 120 €, et pour les Evolve du coup on sera toujours en fait aux alentours des 200 balles. Donc je trouve pas ça du coup très cool, et ça me plaît pas trop en fait en soi. Je suis un peu mitigé.
bouger. Je trouve que ça perd un peu en fait de visuel. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis pas très fan en fait de cette nouvelle line-up. On continue, mais là plutôt périphérique et avec Keychron. Keychron nous ont sorti énormément de périphériques, on a beaucoup de choses et notamment un trackball. Alors le trackball, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez peut-être vu dans certains films de science-fiction, etc. Ou des fois certains vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur des centrales en fait de vidéosurveillance. C'est tout simplement une boule, comme une boule en fait de billard à ce moment-là, qui est posée, qui vous fait office de souris. On a pas mal de souris, notamment chez Logitech, qui en possédaient en fait aussi sur le latéral. On va avoir la possibilité de l'avoir. La particularité, c'est que là c'est un trackball donc qui est sans fil, qui vous permet de pouvoir le faire. Vous avez tous les boutons en fait de la souris en plus qui peuvent être programmables et surtout qui peut être mis n'importe où. Et quand je dis n'importe où, c'est que vous pouvez le mettre sur n'importe quel type de clavier, vous pouvez le mettre sur n'importe quel type en fait de machine et pouvoir le bouger comme vous voulez. Là, la seule chose auquel moi je pense en fait par rapport à cette évolution là, c'est surtout le fait que ça puisse permettre à des personnes qui sont en fait avec un handicap, notamment en fait avec des handicaps moteurs qui sont peut-être légers, voire en fait un peu plus lourds, peuvent utiliser en fait une souris complète. Si par exemple la personne peut pas bouger en fait le haut en fait de l'épaule ou en fait tout simplement la partie coude, mais qu'elle a quand même par exemple la mobilité au niveau du poignet ou qu'elle n'a tout simplement plus de doigts et que la paume en fait de la main, ça lui permet de pouvoir en fait naviguer. Les boutons sont quand même en fait assez larges pour pouvoir en fait appuyer dessus et pouvoir gagner finalement en mobilité, si on peut dire ça, mais en mobilité numérique. Et je trouve ça vraiment très sympa en fait de pouvoir proposer ce type de concept là, parce qu'on y pense quand même très peu en fait à la partie handicap généralement dans l'hardware et dans la partie en fait périphérique. Et là je trouve ça quand même en fait assez cool. Voilà, grosso modo c'est un petit peu tout. On a eu toute une nouvelle génération en fait de claviers qui ont été proposés avec des claviers magnétiques, des claviers en fait avec des designs en marbre complet en fait à ce moment-là pour ceux qui veulent. Donc vraiment en fait intéressant au niveau de la partie visuelle. Une nouvelle gamme et très large gamme en fait de claviers magnétiques qui est proposée avec du vintage comme en fait avec du classique. Bref, on a eu énormément de déclinaisons en fait différentes. Je vous laisserai aller voir l'article, je vous laisserai aller voir les produits à ce moment-là de chez Keychron. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va être sorti, quand est-ce que ça va être proposé et surtout à quel prix, mais autant vous dire que là on va avoir du large choix chez eux et ça peut être vraiment cool. On continue avec KTC. KTC, vous les connaissez, je vous ai présenté sur la chaîne, donc que ce soit principal ou secondaire. Nous avons lancé une nouvelle génération de gamme d'écrans avec du coup des écrans en 2K qui pourront aller jusqu'à 400 Hz de façon native, avec des dalles qui seront aussi un peu plus optimisées. On va avoir donc nos displays en fait donc HDR en 400 avec un DCI P3 approchant donc les 95% aussi en fonction des écrans. Tout ça sur des dalles VA, et donc ça c'est quand même en fait très intéressant parce qu'on se retrouvera quand même sur des dalles qui sont techniquement pas faites pour, mais là qui l'ont. Donc là c'est quand même en fait assez cool. KTC on les connaît pour pouvoir proposer en fait des tarifs qui sont presque imbattables en fait sur le marché. Donc pourquoi pas, on a eu toujours une gamme donc de 27 pouces et de 32 pouces et ainsi que du coup on va pouvoir aussi retrouver un 49 pouces en fait à ce moment-là. Pas de prix encore communiqué en fait sur ces derniers, donc à voir ce que ça va donner en fait sur le marché et quand est-ce qu'ils sortiront, mais j'ai hâte de pouvoir en fait vous les tester et je leur ai déjà proposé et je leur ai déjà demandé en fait à ce moment-là des exemplaires pour pouvoir vous les proposer sur la chaîne. Donc ça c'est vraiment à suivre. Geekom. Alors Geekom, pour ceux qui vous le connaissent pas, c'est tout simplement du coup une entreprise qui faisait des PC et qui fait des PC en fait toujours, je dis faisait mais elles en fait toujours, mais c'est surtout que c'était beaucoup plus en fait typé comme des NUC ou comme le Billing que je vous avais présenté ou autre. Donc vraiment plutôt axé sur des mini PC. Ils viennent de nous sortir donc la nouvelle génération bien évidemment de mini PC où on va pouvoir se retrouver avec des Ultra 9 à l'intérieur, 64 Go de RAM en double barrette amovible non soudée allant jusqu'à du 2 Tera en fait de stockage. Bref, on a quand même en fait de belles petites machines avec des prix qui sont quand même en fait assez intéressants parce que le IT15 quand on regarde sur d'autres articles il est proposé quand même aux alentours des 600 €. Donc franchement pour une personne qui souhaite faire de la présentation etc ou en fait une caisse et l'attacher derrière l'écran ou en fait avoir une gestion d'un logiciel comptable ou d'une gestion logistique, bref il y a énormément de choses en fait possibles. Là vous avez de la puissance et vous pouvez en fait aller à la balle. Le côté j'allais dire juste négatif qu'on va pouvoir retrouver en fait dans ces machines là, c'est le côté en fait gaming qui est absent, même si, et c'est là où l'annonce d'Intel est intéressante, c'est que là on est sur les dernières générations en fait de Arc iGPU, donc finalement les Panther Lake qui seraient équipés en fait sur ces dernières générations de chez Geekom. Donc là autant vous dire qu'on aura possiblement en fait des performances d'une 4050 en fait à l'intérieur, donc supérieure à une 4050 pour pouvoir en fait utiliser sur ce type de machine là avec donc des iGPU. Donc là ça serait quand même en fait assez intéressant à suivre et à tester, mais là où moi ça m'intéresse le plus c'est surtout leur côté PC portable, parce que sur ces PC portables là il faut quand même se rendre compte que là on est dans un autre game en fait finalement, et dans la partie laptop il y a énormément de modèles, il y a énormément de diversité, mais là vous vous retrouvez avec des machines avec des Core Ultra 9 avec donc les Panther Lake à l'intérieur, des dalles OLED pour 1000 €. Voilà, on est sur un Ultra 9, 64 Go de RAM et vous êtes à 1000 $ en fait annoncé à l'intérieur avec 1 Tera de stockage en fait pour ce modèle. Autant vous dire que là franchement ça va casser des fesses clairement, en sachant qu'au niveau de la partie plasturgie on n'est pas sur des plasturgies
chirurgie plastique, vous êtes du coup sur des coques en fait dessus renforcées en fait métallisées. Donc là c'est quand même très intéressant à voir vraiment ce que ça donne à la sortie et à la proposition en fait sur la partie européenne. Mais franchement je suis très intéressé en fait de voir vraiment en fait ce que ça va donner et quels prix en fait seront proposés. Donc là c'est quand même très intéressant en sachant que c'est pas un partenariat exclusif en fait avec Intel parce que vous avez aussi les versions en fait avec AMD. Donc on aura quand même plusieurs modèles. Quid de la batterie, quid de la durée de vie bien évidemment, et surtout est-ce que ça va être distribué en fait en Europe? Ça je l'espère, en tout cas ils l'ont annoncé. Donc après à savoir quand est-ce que ça va être sorti et surtout à quel prix, ça on le verra prochainement. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous teste des PC portables et qu'on fasse un petit peu en fait un arc PC portable en fait sur la chaîne, ça pourrait être assez intéressant. Côté composants, bon on va faire un vite tour en fait dessus parce qu'on va avoir certaines innovations et certains nouveaux boîtiers en fait de côté de Dark Flash. Là vous avez donc le dernier qui a pu avoir un prix en fait donc de l'Awards en fait CES 2026 côté boîtier en fait pour la PC, où vous avez un boîtier avec une caisse un petit peu surélevée, avec une ventilation en fait améliorée, un plat en fait en dessous. Pourquoi pas? Moi personnellement j'aime pas. Voilà, je vous le dis honnêtement en fait dessus, mais pourquoi pas en fait dessus? Ça peut être intéressant. On a eu différentes versions. Celui-ci je vous l'avais déjà aussi proposé lors de la PGW, on l'avait vu côté Cougar, mais parce que Dark Flash finalement se sert à la même usine. Ils nous présentent leurs nouveaux Zayo avec l'écran en fait courbé, donc Panorama comme Trix ou comme Asus ROG. On va commencer à en voir de plus en plus et on le verra aussi avec Thermaltake où ils nous ont proposé une version avec donc là dans ce boîtier là un second écran. Bref voilà, de côté Dark Flash il n'y a pas eu énormément de choses. Cependant ça m'intéresse beaucoup, simplement pour la simple et bonne raison que c'est un boîtier qu'on a déjà vu. Et si je vous dis que c'est le Lianli en fait au 11 Vision, vous allez me dire oui, bah en fait non, c'est le nouveau Dark Flash. Et là Lianli en fait finalement a eu beaucoup de concurrence parce qu'on a eu beaucoup de copies en fait de différentes marques qui proposent en fait directement donc des écrans Vision, en fait des boîtiers Vision avec en fait la dalle et la vitre sur le dessus. Donc à voir si ça vous intéresse. Celui-ci donc c'est le DS900G où là on se retrouvera en fait avec un boîtier full équipé au niveau des ventilateurs, hormis sur le dessus pour la partie water cooling, mais vous avez quand même les 7 ventilateurs de fait. On a un cache alimentation avec un des ports du ventilateur sur le bas. On va avoir un boîtier avec une vitre courbée, ça ressemble fortement au 3500X en fait de chez Corsair. Je dis ça, je dis rien, mais autant vous dire que là j'attends de voir en fait le prix et savoir s'il sera disponible en France et surtout le comparer en fait au 3500X de chez Corsair, à savoir réellement ce que ça va donner. Voilà, grosso modo c'est un petit peu tout chez Dark Flash, il n'y avait pas grand chose. Ce boîtier là sera pas disponible en Europe, donc du coup je vais pas réellement en fait vous en parler. On a eu des nouveaux en fait Zayo qui ont été présentés donc avec les versions panoramiques en fait sur le U20 360, donc pourquoi pas en fait à ce moment-là, à voir s'il est distribué en fait en Europe, mais pour l'instant c'est pas dit en fait que ça soit disponible, hormis s'il y a des boutiques qui veulent faire de l'importation directe, mais pour l'instant en fait j'ai pas plus d'infos sur leur distribution. On a eu des claviers et des périphériques, mais rien en fait de très probant, de très j'allais dire réellement intéressant. CPS, alors CPS pourquoi je vous en parle? Pour deux choses, c'est simplement qu'ils arrivent en Europe. Alors ça c'est quand même très intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes du coup, qui y a plusieurs sources, ainsi que plusieurs articles qui font mention en fait de boutiques qui vont faire de l'importation en fait de ces produits-là, et CPS ont clairement en fait beaucoup en fait de produits, notamment en fait sur des water cooling, mais aussi des alimentations et des boîtiers qui sont quand même en fait assez intéressants. Donc alimentation, on va pouvoir retrouver la nouvelle génération qui sont donc elles certifiées en cybernétique Gold en fait dessus comme on a plus en fonction en fait des puissances. Donc là ça reste quand même en fait assez intéressant, notamment sur des 1200 watts. On va pouvoir retrouver des ventirades en double tower typés comme par exemple du Deepcool ou des Darkrock Pro 5 avec un écran intégré dessus. Donc on est toujours dans cette vibe en fait des écrans intégrés de partout, et nouveau water cooling en fait à ce moment-là. Alors beaucoup plus fait là pour en fait les TR, donc pour les Threadripper, donc pour les Workstation à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant et ce qui moi m'intéresse, c'est ce que vous avez pu apercevoir sur le côté. Alors je vous passe vite sur les petits water cooling et les ventirades, mais c'est celui-ci. Là, on est sur un monstre qui est fait du coup pour pouvoir tenir jusqu'à 2 configurations complètes. C'est un boîtier qui est fait pour de la workstation. On n'est pas du tout sur un boîtier gamer. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait qu'ils aient pensé à pouvoir placer ces rails-là pour pouvoir en fait mettre des extractions et qu'on ait donc une plaque complètement en mèche qui vient en fait se refermer dessus. Alors, vous allez me dire rien d'exceptionnel. Sauf que si vous mettez ça sur des postes aujourd'hui actuels, donc sur des boîtiers en fait gaming et sur des boîtiers plus grand public, on aurait la possibilité de pouvoir mettre le design d'un côté pour pouvoir mettre la performance à ce moment-là réellement au rendez-vous, et ça pourrait être intéressant. Et finalement ça a fait beaucoup parler en fait sur le salon, de ce que j'ai compris. Il y a eu beaucoup d'articles en fait sur ce boîtier là, simplement parce qu'il mettait en accent et en fait finalement en avant qu'il fallait rendre modulable à 100% en fait tous nos boîtiers actuellement, simplement pour pouvoir permettre aux utilisateurs d'aller plus loin. Et c'est un peu leur leitmotiv, donc à voir ce que CPS va donner en fait dans le futur, même si ici on se retrouve avec un boîtier gaming classique avec une vitre bombée
bombé en fait à ce moment-là, qui est vraiment très joli. Il n'est pas encore disponible en fait en Europe et risque de ne pas l'être en fait aussi à ce moment-là, ou en tout cas un tarif intéressant. Mais c'est vrai que ça reste quand même en fait très beau boîtier. Il ressemble au Panorama, il ressemble à beaucoup en fait de boîtiers à ce moment-là qu'on peut retrouver à l'heure actuelle avec les vitres bombées. C'est aussi un petit peu la mode avec les écrans. Donc à voir ce que ça donne en fait dans le futur. Mais j'attends beaucoup en fait de savoir quand est-ce que CPS sera disponible directement sur le marché européen, parce que ça risque d'être très intéressant. Razer nous propose, hormis du coup leur projet que vous avez peut-être vu, donc le projet A20 où c'est un assistant personnel dans une capsule qui danse en fait sur votre bureau, où ça je trouve ça moi personnellement débile, mais on en fera une vidéo. Vous inquiétez pas en fait dessus sur toutes les petites j'allais dire annonces totalement débiles en fait finalement du CES. Mais là Razer nous propose en fait une nouvelle chaise. Alors une nouvelle chaise haptique où vous allez avoir la partie son, la partie en fait finalement sensation et massage, mais aussi en fait petits coups qui vont vous donner quand est-ce que vous êtes en train de jouer. Donc ça c'est quand même en fait assez intéressant de voir que même nos chaises commencent à devenir vraiment en fait ultra connectées. Donc pourquoi pas, après avoir en fait en termes de tarification, à voir ce que ça va donner. C'est pas un produit auquel moi j'achèterais. Personnellement, je suis pas du tout client en fait pour ça, mais pour ceux qui veulent vraiment en fait avoir une expérience immersive, notamment pourquoi pas avec un casque VR ou en fait avec les lunettes de chez Asus ROG, et ben ça peut être assez intéressant, mais toujours quid du prix. On continue et c'est là où je vous avais parlé tout à l'heure avec les cartes mères, où Gigabyte nous ont annoncé donc le support des 256 Go en DDR5 pour du 7200. Donc là pourquoi pas avec leur nouvelle génération en fait de carte mère. Alors côté Aorus, franchement je la trouve très jolie, mais je l'achèterai pas, mais je la trouve très jolie en fait quand même. Ça reste pour moi en fait vraiment une très belle carte mère. Donc pourquoi pas en fait dessus. On a une disposition de RAM totalement différente. C'est une carte mère qui est faite beaucoup plus pour les connaisseurs, pour les personnes qui veulent aller vraiment très loin en fait à ce moment-là, que ce soit même dans l'overclocking. Donc sur une Z890, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Personnellement, je ne suis pas du tout client en fait de ce type de produit, même si je la trouve vraiment très jolie. Mais l'annonce du support des 256 Go reste quand même encore aujourd'hui approuvé, et je vous avoue que j'aurais pas de quoi le tester. Donc du coup là on n'en parlera pas réellement en fait sur la chaîne prochainement, mais autant vous dire que ça annonce aussi la possibilité dans les prochaines années et dans les prochains développements que les RAM, et que du coup les RAM quand elles reviendront en fait sur le stock et qu'elles reviendront en fait dans un marché qui soit correct, puissent en fait évoluer notamment sur leur support. Donc là pourquoi pas. Continuons du coup avec la partie composants, mais côté en fait carte graphique. Alors on n'a pas une nouvelle carte graphique annoncée, mais on a eu des nouveaux modèles de carte graphique annoncés, notamment sur les 5090. On va pouvoir avoir donc des versions donc ProArt qui ont été annoncées en double fan. Donc là très intéressant en fait à ce moment-là. On va avoir une nouvelle version de chez Aorus en mode lunettes avec en fait ces deux gros ventilateurs, mais avec un système de refroidissement beaucoup plus performant, parce que là vous avez aussi l'IO en fait à ce moment-là qui est prouvé, mais pour le Lightning Zen que l'on a derrière. Donc autant vous dire que voilà, il y a de nouvelles versions et de nouvelles versions en fait de ces cartes graphiques qui sont sorties. Donc pourquoi pas, ça reste mignon, ça reste intéressant en fait dessus. Bon, on n'arrive déjà pas à trouver des cartes graphiques qui soient à un bon prix, et eux ils s'amusent en fait finalement à renouveler un petit peu le visuel. Pourquoi pas, mais il n'y a pas grand chose en fait qui a changé, notamment en fait au niveau des performances. Il n'y a pas non plus énormément de choses, hormis en fait le côté de chez MSI avec la Lightning Z, mais sinon c'est tout. C'est je pense un petit peu dans la mouvance de la sortie de la Matrix, où les gros constructeurs se sont dit bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose du coup pour concurrencer ça. Donc pourquoi pas, mais je pense que c'est un peu inutile. On continue avec un teasing d'un projet en fait de chez Fantex, et là Fantex m'avait hype avec le Evolve. Ils m'ont déçu quand il est sorti, et là ils m'ont re-hype. Autant vous dire que du coup je suis très influençable par cette marque, mais là on se retrouve presque avec un open air donc complet, avec un design full aluminium, où à l'intérieur vous aurez donc la possibilité de pouvoir placer donc l'alimentation, mais aussi de la carte graphique, avec un système de refroidissement beaucoup plus ciblé qui permettrait de pouvoir avoir des flux d'air combinés et avoir en fait à ce moment-là une direction au niveau des flux d'air sur en fait de l'open air. On reste quand même sur de l'aluminium complet, donc là vraiment en fait aussi à voir, et je suis vraiment très intéressé de pouvoir voir si ce boîtier sortira un jour et surtout à quel prix. Et on a bien évidemment donc leur dernier en fait water cooling qui est proposé, avec donc un écran en fait supplémentaire orientable. Donc là pourquoi pas. Donc là c'est quand même en fait assez intéressant en fait pour moi. Ce que je trouve de très intéressant, et que vous le voyez peut-être pas ici, c'est qu'en fait la partie CPU que vous avez là, bon c'est cool, mais tout ça c'est du plexi. Donc en fait c'est pas réellement un open air parce qu'il est fermé. Donc la carte mère est emprisonnée finalement, le water cooling lui aussi est emprisonné. On va avoir juste les tubes du water cooling qui vont être posés dessus, tout le reste est vraiment emprisonné en fait dans cette cage là. Et voilà, ça me hype. Moi je sais pas pourquoi en fait dessus, j'aimerais bien du coup qu'ils le sortent. Donc le nom de code finalement c'est le EXO 626 Open Air Concept. À voir si c'est juste un concept ou s'ils vont vraiment pousser à la production. S'ils le poussent à la production, je pense que je l'achèterai vraiment en fait à ce moment-là, même
si en fait on est sur un boîtier qui risque de coûter les 300 à 500 euros, je pense que je l'achèterai parce qu'il m'intrigue vraiment. Côté boîtier et composants, continuons avec Lienli et Lienli qui nous propose plusieurs petites choses. Alors une nouvelle alimentation, mais ça on passera rapidement en fait dessus, mais surtout des nouveaux boîtiers. Alors celui-là on l'avait déjà vu l'année dernière, il avait déjà été en fait présenté au Computex, où on avait donc les 3 ventilateurs en fait en façade avec un petit peu des couvercles de haut-parleurs avec du mesh en fait dessus. Voilà, ça donne un style, pourquoi pas, faut aimer ou pas. Une autre déclinaison d'un compact, donc d'un boîtier compact mais avec des déclinaisons possibles au niveau des couleurs, au niveau du bois en fait dessus, c'est de B4 en micro ATX qui était plus porté sur une tour en fait vraiment tour plutôt qu'en fait allongé pour en fait la version à boîtier. On se retrouve avec les versions donc O11 Vision en M, donc en fait les versions en fait un peu plus compactes aussi et avec un déport de l'alimentation sur le dessus en fait cette fois-ci et sur le dessus mais en encart en fait sur le haut. Donc pourquoi pas, à voir si je vous le teste ou pas en fait sur ce dernier, mais je pense que la seule évolution c'est cette partie là, mais ça reste quand même en fait assez intéressant. On va pouvoir retrouver, donc là c'est celui que je vous expliquais avec la partie haut-parleur, la version donc SLC donc 360 aussi, donc là ça peut être intéressant au niveau du design pour ceux qui aiment et pour ceux en fait qui approuvent en fait cette partie là. Une autre version donc là des attaches de câbles pour le link câble au niveau de leur nouvelle génération de ventilateurs, où ça vous permet de pouvoir en fait à ce moment-là gérer juste l'accroche plutôt que de casser finalement les petites attaches qui étaient le défaut en fait à ce moment-là des Lienli TCL, enfin des Lienli qu'on a pu retrouver en fait au niveau des ventilateurs à câble. Donc là pourquoi pas, donc là c'est leur dernière génération de ventilateurs avec écran. Voilà, je vous les passe en fait au fur et à mesure parce qu'on a eu une grosse déclinaison au niveau de leurs ventilateurs avec des nouvelles générations, des specs qui ont augmenté, donc beaucoup plus intéressantes aussi. Donc là c'est à voir dans le futur. Mais là où on passe en fait à quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup plus, et vous l'avez entrevu parce que je me suis lousé au niveau des photos, c'est tout simplement leur nouveau PC DeskMod. Alors DeskMod ça veut dire quoi? C'est tout simplement que c'est un bureau dans lequel vous avez votre ordinateur. Et ça, Lienli, si vous m'écoutez, le jour où vous le sortez, je le veux. Voilà, je vous le dis honnêtement, les DeskMod c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément, et c'est vrai que là c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir le PC directement intégré donc dans le bureau. On va avoir 2 déclinaisons avec une version donc vitrée où vous avez toute la partie ici où on peut faire du water cooling custom et on vient intervenir donc dans le PC en ouvrant en fait la vitre par le dessus, mais vous avez donc toujours le côté assis debout aussi du bureau. Et la différence aussi c'est qu'on va avoir une déclinaison où on aura juste le PC en sous-bassement, où là on va pouvoir attacher carrément le PC en fait en dessous du bureau, toujours en assis debout. Alors vous pourrez me dire je prends un assis debout et je viens acheter une fixation et je le mets et j'ai fini. C'est à peu près la même chose, sauf que là on a à l'intérieur donc un écran tactile à ce moment-là qui va permettre de pouvoir avoir donc soit le contrôle en fait de la machine, soit tout simplement en fait aussi un contrôle physique qu'on va pouvoir intervenir avec Windows en fait directement d'afficher dessus, et la tour qui se présente juste en dessous avec la partie connectivité. Donc franchement très intéressante et vraiment très intéressé en fait par ce produit. C'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie bien en fait d'un point de vue innovation. Alors c'est pas du grosse innovation parce que ça existe depuis des années. On avait une marque italienne qui s'appelait Hydra qui proposait en fait aussi des DeskMod. On a eu beaucoup de personnes qui les ont fait en fait au fur et à mesure aussi eux-mêmes. Vous avez Bouchak aussi du serveur de GFuel qui lui du coup justement en fait à ce moment-là faisait des DeskMod, et GFuel en avait présenté plusieurs en fait sur sa chaîne, et j'avais pu moi lui en racheter un que j'ai utilisé pendant quelques années. Et autant vous dire que c'est vrai que c'est quand même très intéressant parce qu'on oublie le côté boîtier, on optimise au maximum en fait la configuration dedans. Donc à voir ce qu'ils nous proposent, à voir aussi d'un point de vue tarification, est-ce que ça sera disponible aussi en Europe? Bref, ça c'est toutes les questions qui vont arriver, mais franchement là moi je me mets vraiment un produit à suivre avec un petit check. On continue avec TT, donc Thermaltake, qui nous propose en fait directement ici donc de nouvelles générations d'AIO qui étaient annoncées au Computex. Donc je passe rapidement, mais des AIO avec des écrans bien évidemment en Full RGB, des écrans de plus en plus grands, un AIO cubique avec les écrans en fait dessus. Donc pourquoi pas sur la partie pixel, ça peut être intéressant en fait aussi. Leur nouvelle génération donc des View, donc des nouveaux boîtiers où vous avez la possibilité de pouvoir intégrer aussi encore un écran et un peu plus de ventilateurs. Donc pourquoi pas leur nouvelle génération de ventilateurs linkables où vous avez des accroches justement en fait déportées qui vous permettent de pouvoir mettre par exemple les 3 sur le latéral plus les 3 en fait en bas, toutes en série avec les 6, ce que ne permet pas par exemple Lienli, ce que ne permet pas en fait par exemple Corsair. Enfin Corsair avec les Link oui, mais la partie Lienli ne le permettait pas. Donc c'est vrai que du coup c'est quand même en fait intéressant de les voir en fait chez Thermaltake, même si la partie performance de ces ventilateurs là est quand même un petit peu en dessous, un petit peu inférieure, donc c'est un petit peu dommage, mais à voir. Et si vous remarquez bien, on voit que les encoches ici où vous venez mettre les vis, et bien ce sont tout simplement des encoches en bois, parce que Thermaltake nous ont en fait annoncé finalement une nouvelle gamme aussi en fait de visuels où on va pouvoir avoir du bois qui va être intégré en fait dans nos boîtiers avec une modularité. Donc en gros vous avez le boîtier avec le View en fait à ce moment-là, donc 370 TG ou en fait
fait les 360 où vous venez en fait sur la grille de mèche venir plugger vos petits éléments en fait de bois quand vous voulez et pouvoir en fait à ce moment-là soit avoir des déclinaisons avec les baguettes en fait comme celle-ci, soit directement clipser avec les versions aimantées, vos petits plots en fait de bois et jouer aux dames par exemple en fait sur votre boîtier. Bon, c'est de la personnalisation, c'est du kikou en fait à ce moment-là si je peux dire ça. Il y a rien de réellement innovant, c'est juste du visuel. Thermaltake, je trouve qu'ils vieillissent quand même beaucoup et que malheureusement en fait il y a très peu d'évolution en fait dans leurs produits et ils sont peu représentés en fait en France. Alors même s'ils nous ont présenté là leur dernier simulateur racing et là je vous en ferai une vidéo dédiée parce que je vais le tester en fait à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en fait d'innovant en fait côté Thermaltake. On a quand même peu de choses. Ils nous ont proposé là leur dernière génération en fait d'AIO avec un écran typé digital comme à la méthode de Deepcool. Donc là on n'est pas sur un écran LCD complet en fait avec un paramétrage et une personnalisation. On aura uniquement en fait la possibilité de personnaliser les différentes informations pour avoir la partie température et utilisation. Donc pourquoi pas avec un prix qui finalement serait quand même aux alentours des 80 € à 119 € sur le prix du marché européen pour le 240 mm et 150 pour le 360 mm. Donc ça restera quand même en fait assez accessible. Les performances qui sont quand même au niveau du papier quand même bonnes. On reste aussi sur des pompes Aztec de 8e génération. Donc on serait quand même du coup sur quelque chose de bien. Mais néanmoins, pas réellement en fait très concurrentiel sur le marché. Et est-ce que du coup ça va être réellement disponible? Est-ce qu'on aura des bons prix en fait sur la partie française? Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions où malheureusement Thermaltake, et je sais pas ce que vous en pensez en fait vous en fait dans les commentaires. Dites-moi en fait à ce moment-là, donnez-moi votre avis. Est-ce que pour vous Thermaltake est vraiment une entreprise innovante aujourd'hui ou au contraire est-ce qu'elle se repose pas un petit peu sur ses lauriers et on a peu finalement d'évolution en fait à ce moment-là sur la partie gaming? Voilà, en tout cas moi c'est ce que je trouve et c'est ce que je trouve de dommage en fait avec eux alors que c'est une marque que j'apprécie, mais malheureusement je trouve que sur ces, j'allais dire 5 à 10 dernières années, il y a très peu eu en fait d'innovation chez eux. On continue avec eux, toujours en fait dessus chez Thermaltake où ils nous présentent un nouveau boîtier type OpenMR mais qui représente presque comme le P3 et là vous avez la partie wood en fait dessus en fait en plus, donc en fait avec un plaquage bois sur le cache alimentation. Voilà, pas grand chose d'autre en fait de mi. Ils nous annoncent comme étant un PX mais ça représente en fait finalement comme le P3 ou le P5 en fait dessus que l'on avait. C'est pas en fait des boîtiers révolutionnaires, il n'y a pas eu de grosses innovations, ils restent un petit peu sur leur modèle qui finalement mixe un petit peu et remettent au goût du jour. Voilà, pas grand chose de propre pour moi en fait, en tout cas de réellement très intéressant et de vraiment très hypant en fait côté Thermaltake. On va chez Alphacool. Alphacool nous présente en fait plusieurs choses, notamment des nouveaux fittings en fait pour la partie water cooling avec donc des têtes rotatives, ce qui ne se faisait pas en fait totalement parce que là ça vous permet vraiment de pouvoir tourner quand vous voulez en fait votre axe. Donc là vraiment très intéressant en fait sur ce fittings là. Une table de bench donc qui est issue donc du Apex, donc dans la gamme Apex qui est quand même gamme carbone ou autre. Donc là c'est plutôt axé pour la partie testeur. Donc que ça soit du coup en fait Guillaume, Jigfio, moi, Pac, etc. En fait à ce moment-là, on va pouvoir en fait en avoir quand même en fait pour notre argent en fait dessus, mais notamment la possibilité d'avoir un radiateur extérieur où là vous pouvez mettre différents radiateurs, les différents ventilateurs en fait dessus en push-pull directement dans un cadre Apex complet et utiliser les tubes ZMT, donc les tubes flexibles pour pouvoir les reconnecter. Donc là c'est beaucoup plus pour du test. Là ils se sont vraiment en fait adressés en fait aux testeurs et en fait finalement j'allais dire aux utilisateurs les plus poussés, notamment aux overclockers. Donc pourquoi pas, ça reste quand même assez intéressant. Mais ce qui va nous intéresser surtout beaucoup plus en fait côté Alphacool, c'est que Alphacool donc ils ont une grosse dimension professionnelle. Vous pouvez le voir en fait avec les racks où ils nous ont présenté leur dernière génération en fait de racks avec le water cooling et la possibilité de pouvoir en fait à ce moment-là faire des installations de water cooling dans des racks serveurs avec aussi des possibilités de purge extérieure automatisée. Donc là c'est quand même en fait très intéressant. Alors quand je dis automatisé, c'est que tu viens en fait juste avec un click connect comme ça, fermer un tuyau, hop, et c'est bon en fait dessus. Tu viens faire ta vidange et tu viens remettre à ce moment-là en fait ton liquide de refroidissement et tu viens renouveler en fait à ce moment-là ton liquide dans ton système. Donc ça c'est quand même très intéressant, notamment en fait pour les entreprises. Mais ce que l'on a retrouvé, c'est surtout du coup une nouvelle gamme en fait finalement de water cooling pour en fait les GPU. Donc l'équivalent en fait du Icewolf que je vous avais présenté sur la chaîne, qui est un excellent produit, qui est un très bon produit en fait de chez Alphacool, où là vous pouvez justement avoir un IO mais version à 4 graphiques. Donc plutôt que de payer une 5090 à 4000 € parce que justement vous avez un IO, là vous achetez en fait ce produit là à 200-300 € et vous le remettez sur votre 5090 et vous avez des performances équivalentes voire supérieures à celui que le constructeur aurait pu espérer. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec du water cooling custom, et là clairement en fait vous avez tous les avantages du water cooling classique avec du water cooling custom pour en fait la partie performance, mais en fait à un prix beaucoup plus réduit parce que vous avez la pompe qui est intégrée directement au water block et que les water blocks sont designés par rapport en fait aux différentes cartes graphiques et par rapport aux marques. Donc vraiment très intéressant et c'est quand même cool en fait que Alphacool ait continué en fait de pouvoir partir en fait sur ce type de produit là parce que ça vaut vraiment le coup et ce sont vraiment des produits qui sont ultra intéressants et qui sont ultra performants, qui sont très bons en fait à ce moment-là. Donc
Donc je vous les recommande en fait sans aucun problème. Je vous laisserai aller voir la vidéo de la Icewolf qui commence à dater en fait maintenant, elle a 2-3 ans. Mais voilà, on a aussi un nouveau waterblock qui est proposé en fait pour la gamme grand public. Donc à voir ce que ça donne, j'essaierai de voir si je peux vous le tester. Mais sinon en fait on n'a pas plus en fait d'informations, notamment en fait par rapport au prix et par rapport en fait à la disponibilité, même si on sait que théoriquement ça devrait sortir sur Q2 à Q3 du coup en fait de 2026. Donc pourquoi pas, à suivre. Be Quiet, et là je commence un petit peu à accélérer, mais Be Quiet en fait nous ont proposé plusieurs produits et déclinaisons de produits. On va commencer finalement en fait avec le premier produit qu'ils nous ont proposé, c'est le Lightroom IO LCD. Donc enfin Be Quiet se met à jour en fait finalement et se met à la mode, même si finalement c'était peut-être pas obligé, mais ça reste quand même cool en fait de les avoir sur le marché avec les Lightroom, donc les nouvelles versions d'IO avec un écran LCD à l'intérieur, avec du RGB sur la pompe, du RGB dans les ventilateurs, tout en gardant de la performance et le silence qu'on leur connaît et leur fiabilité. Donc là c'est quand même en fait très intéressant. Disponibilité Q2 Q3 du coup de ce que j'ai compris en fait sur la partie européenne, avec un tarif qui est quand même en fait assez abordable en fait dessus sur ces machines là et sur ces water cooling, parce qu'on sera aux alentours des 150 à 200 euros en fonction des revendeurs et en fonction des produits en fait en eux-mêmes. Donc version 260 360 mm bien évidemment, enfin 240 et 360 mm bien évidemment. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir retrouver donc leur nouveau Ventirad, donc le Darkrock Pro 5 LCD, où là vous avez directement un écran 100% programmable et directement donc via leur logiciel. Côté négatif, c'est que pour pouvoir le connecter, il faudra bien évidemment passer par des hubs, les hubs qui seront disponibles donc pour les Lightroom comme du coup pour en fait le Darkrock de ce que j'ai compris. Donc après avoir en fait à ce moment-là au niveau de la configuration et au niveau de l'utilisation si ça se fait bien, si du coup ça ne dénote pas en fait dans la partie config globale, mais ça reste quand même en fait assez intéressant. Au niveau des dissipations et au niveau du coup de la partie en fait performance, clairement on serait quand même du coup sur de très bonnes performances pour ces produits-là et qui seraient adaptés pour pouvoir en fait taper sur les i9, donc les Core Ultra 9 comme les Ryzen 9 pour les water cooling et le Darkrock Pro 5, même s'il est donné pour les Ultra 9, vous connaissez mon avis dessus, mais voilà. Mais c'est vrai que ça restera quand même du coup en fait de bons produits. On a eu aussi les nouvelles alimentations qui sont proposées donc en 1200 watts en 80 plus Platinum, avec du coup une évolution cybernétique aussi supérieure, donc en grade A+. Bref, voilà, ça reste quand même du coup en fait très intéressant à voir en fait en termes de disponibilité et bien évidemment de prix. J'ai pas réellement beaucoup en fait d'annonces en fait dessus en termes de tarification et de sortie, mais voilà, ça reste pour moi en fait des produits qui sont intéressants et j'ai hâte de pouvoir en fait avoir la possibilité de les tester. En tout cas, je les achèterai en fait directement, mais c'est vrai que c'est pour moi très intéressant. On continue avec ASRock qu'on n'attendait pas du tout par la partie CES, parce que ASRock nous propose enfin des water cooling. Et le water cooling que je vous propose en fait ici, que je veux absolument tester cette année, c'est le Taichi 360 Concept A. Alors on restera quand même du coup sur un concept, il n'est pas totalement définitif, mais c'est un water cooling qui reste quand même sobre comme on peut le voir. Non, pas du tout. En fait, il a un écran entièrement en fait présenté ici, où justement vous avez en fait les bords qui sont courbés, et je trouve que ce design d'écran, plutôt que d'avoir vraiment l'entièrement panoramique qu'on va pouvoir retrouver, et ben là on a vraiment en fait une courbure sur les deux côtés qui est quand même très intéressante et qui est quand même beaucoup plus classe je trouve et beaucoup plus discrète. Alors après on va pouvoir retrouver d'autres versions avec les styles légendes, donc 360 LCD avec une pompe carrée un peu à la manière en fait du Thermalright en fait dessus. On retrouve en fait ce design un peu noir et gris et blanc et gris. Donc là pourquoi pas, donc avec toujours cette partie LCD et en fait le Challenger en version digitale, où là par contre on n'aura que l'affichage digital comme en fait chez Deepcool pour en fait la partie température. On a une version aussi classique complète où là vous avez la IO en fait simple de chez ASRock. Donc là à voir ce que ça va donner d'un point de vue fiabilité, d'un point de vue performance. J'ai hâte de voir en fait dessus quand est-ce qu'ils vont sortir et quand est-ce qu'ils seront disponibles et surtout à quel prix, mais vraiment très cool en fait de pouvoir avoir ça de leur part. On continue avec Height qui nous propose de nouvelles gammes de boîtiers. Alors boîtier en fait dessus, je vous dirais en fait quand même assez particulier, parce que bon bah vous avez tout le blabla, je vous laisserai aller voir en fait la vidéo, mais grosso modo on a un design totalement en fait changeant avec ces petites lignes en fait dessus. On va chercher dans du design un petit peu, j'allais dire dans du pardonnez-moi l'expression, mais dans du hipster en fait dessus pour la partie boîtier. Voilà, c'est à la méthode de Height, c'est leur marque de fabrique, c'est leur image, c'est du rétro, c'est du en fait vintage en même temps. Donc pourquoi pas, mais la partie tarification quand même en fait très élevée pour ces nouvelles générations de boîtiers, parce qu'on parle quand même de 300 à 400 euros du coup par boîtier. Donc bon, ça fait mal pour la partie design, mais à voir si c'est pour mettre dans un showroom typiquement et qu'il y a d'avoir un PC en fait qui soit aussi beau et aussi en fait j'allais dire un peu atypique, ça peut être intéressant. Côté ASUSTUF, donc là comme je vous l'ai dit, on avait donc les machines donc prémontées donc de chez ASUSTUF que vous pouvez voir là en fait avec leur nouvelle génération de boîtiers. Donc ça c'est ceux en fait qui sont prémontés en fait entièrement et qui seront proposés en fait à la vente entièrement en fait placés. Donc là pourquoi pas, ça peut être intéressant. On continue en fait à ce moment-là aussi avec Inwin. Alors Inwin qui nous propose du coup pas mal de nouveaux boîtiers en fait dessus. Donc ça peut être intéressant, mais en fait la seule chose que moi je vous dirais c'est le côté fun en fait de chez Inwin.
Inwin, où il nous propose une nouvelle version en fait du Inwin 2, si on peut dire ça, où vous avez la partie ouverture à vérin, donc c'est un peu comme un H-Tower mais avec l'extérieur d'un Inwin 2. Je pense que JQ va être fan en fait de ce boîtier là, mais voilà, c'est un côté concept en fait plus abouti en fait finalement, c'est le Z Tower en fait à ce moment-là, donc pourquoi pas. Après chez Inwin, pas réellement de grosses nouveautés en fait dessus, de gros boîtiers, ils sont un petit peu en fait j'allais dire coulants en fait au niveau des sorties. Cooler Master vont nous annoncer quand même pas mal de V2 en fait de leur water cooling qu'on va pouvoir retrouver, donc que ça soit du Atmos 3 ou du Atmos 2 en fait à ce moment-là, avec les différentes déclinaisons en fait de pop, de coque, de pompe en fait directement. Donc là on a eu quand même en fait pas mal d'évolutions, on a eu la nouvelle génération en fait dessus, donc des Master Liquid Core Next Digital. On a eu la version donc écran complète aussi avec un large écran en fait LCD. Donc là c'est vraiment en fait assez sympathique et c'est très joli en fait de pouvoir l'avoir. J'attends de voir ce que ça donne en fait dans un boîtier, parce que physiquement ça prend quand même énormément de place. Donc à voir avec les dissipateurs de VRM qu'on aura en fait ici, comment est-ce que ça va donner et est-ce que ça passera sur toutes les cartes mères. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. On a aussi eu toute une nouvelle gamme au niveau des ventirades et des ventilateurs, avec les nouvelles générations en fait de ventilateurs avec un noyau RGB. Je trouve vraiment très discret et très joli en fait dessus. Donc avec les Master Fan M que l'on va pouvoir en fait retrouver. Vous avez les séries A avec les grilles en fait par dessus, où là eux par contre du coup ce sont des turbines, vraiment turbines en fait en termes de performance. On sera sur du 4000 RPM en fait sur ces derniers. Donc autant vous dire que là en fait ce sera beaucoup plus pour des water cooling et de la partie performance en fait au global. Les nouveaux boîtiers de contrôle en fait à ce moment-là pour la partie RGB comme vitesse. Bref, voilà, Cooler Master en fait évolue quand même un petit peu. On a eu la présentation donc des nouveaux boîtiers, même si je vous avais présenté aussi à la PGW, avec donc bien évidemment les Cosmos avec différents moddings en fait dessus qu'on a pu retrouver. Le panneau en fait dessus avec la version stage complète, donc avec l'écran. Donc vous avez à l'arrière où vous pouvez mettre carrément une figurine sur l'avant, la config en fait dessus. Vous avez des petites lampes qui viennent l'éclairer en fait dessus. Donc ça c'est leur dernière génération en fait de boîtier qui est vraiment très sympathique et j'ai hâte de pouvoir en fait vous les tester. Voilà, il y a eu quand même pas mal de déclinaisons, pas mal de choses en fait dessus par rapport au cube avec des déclinaisons de couleurs. Voilà, il y a eu pour moi en fait pas mal de choses en fait finalement, mais c'est vrai que ça reste pas plus que le Computex. En fait, on n'a pas eu de grosses nouveautés par rapport au Computex à ce moment-là. Donc voilà, on s'y réfère un petit peu. Et pour finir les news finalement et ces annonces, parce que ça fait presque 1 heure que je suis directement en vidéo, et ben on va finir avec Corsair. Corsair qui nous ont pas annoncé réellement de boîtier, qui n'ont pas fait de plus de choses que ça en fait finalement, hormis nous proposer leur nouveau clavier. Et ce clavier-là, et j'espère que du coup Corsair veut m'écouter, je veux pouvoir le tester. Simplement parce que là à l'intérieur Corsair ils ont allié finalement 2 de leurs meilleurs produits en un. C'est-à-dire que vous avez donc un clavier en fait complet en version TKL, mais à côté vous avez le Stream Deck qui est directement fourni dedans. Donc plutôt que d'avoir vraiment le Stream Deck à côté ou le Stream Deck XL etc en fait dessus, là vous avez tout sur le clavier à la place du pavé numérique. Le pavé numérique, il y en a quand même peu qui l'utilisent en fait dessus. Le TKL en fait trouve quand même beaucoup de clients en fait à ce moment-là. Et là c'est vrai que c'est quand même très intéressant. J'allais dire le côté qui fait peut-être un petit peu plus mal en fait de ce clavier là, c'est tout simplement son aspect tarification. Vous pouvez déjà le précommander. Ça reste un clavier qui est précommandable, mais vous êtes à 350 €. Mais d'un côté, je me dis que 350 € au vu de toutes les options avec les écrans, les potards, les boutons en fait que l'on a en fait dessus, donc en sensitive pour en fait la partie globale du Stream Deck, permet quand même de pouvoir se dire que sur un clavier mécanique, si on prend tout en compte, je vais pas le justifier, mais à 200 € ça aurait été le prix parfait. À 350 €, il est quand même un petit peu cher. C'est pas fait pour toutes les sommes en fait dessus et tous les portefeuilles à ce moment-là, mais clairement en fait au niveau du clavier, je pense qu'il les vaut. Franchement, je pense qu'il les vaut. On se retrouve quand même en fait aussi avec un clavier qui est hot swap. On a donc des switch MLX donc Pulse en fait en linéaire, donc ils sont pré-lubrifiés. On n'est pas sur un petit clavier en fait à ce moment-là. Franchement, on a beaucoup d'options en fait dessus. Tout est programmable, tout va se gérer directement via EQ. Vous avez une compatibilité à 100% en fait avec OBS. Bref, je suis vraiment en fait hypé en fait par ce produit et j'attends vraiment en fait beaucoup de ce produit-là et j'attends de voir quand est-ce qu'il sortira et de l'avoir entre les mains. Si quand ça me l'envoie pas, je me l'achèterai et je vous le proposerai en fait en présentation sur la chaîne, parce que clairement pour moi en fait il vaut réellement le coup et ça reste vraiment pour moi un produit très intéressant, en tout cas à l'avenir. Voilà, c'était un petit peu tout pour les annonces. Comme vous avez pu le voir, j'étais quand même un petit peu critique, un petit peu mitigé. Il n'y a pas eu non plus de grosses annonces ultra hypantes en fait, si on peut dire ça, vraiment très intéressantes. Je vous propose de vous faire une autre vidéo avec toutes les annonces un petit peu what the fuck, parce qu'il y en a eu. Franchement, il y en a eu comme le projet Ava de chez Razer, en tout cas à mon sens, qui ont clairement
rien à faire en fait à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour la partie CES, c'était quand même un petit peu fade. On n'a pas eu de grosses annonces au niveau des processeurs, pas eu de grosses annonces au niveau des cartes graphiques, pas eu de grosses annonces au niveau de la partie technologie au global. Là, je vous ai concentré beaucoup plus sur de l'hardware où on a finalement eu pas mal de boîtiers, pas mal de water cooling et de ventirad directement. On n'a pas eu de grosses annonces non plus en fait côté donc alimentation. On n'a pas eu de nouvelles en fait vis-à-vis de Thermalright, savoir s'ils allaient vraiment énormément se développer ou pas sur la partie européenne et qu'on allait enfin retrouver facilement en fait leurs produits. Bref, voilà, c'était un petit peu tout pour moi en fait pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé du CES aussi de cette année. Vous avez tout ça en commentaire. Vous savez quoi faire en fait à ce moment-là. Et n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre votre meilleur petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne ou à la semaine prochaine. C'était MT. Salut!